Bonjour à tous. Alors, on a laissé rentrer, on a attendu quelques minutes le temps que tout le monde puisse se connecter. On sait que certains d'entre vous vont arriver en cours de route. En tout cas, bienvenue. Je suis Laura Brion, chargée de communication de la ruche industrielle et en charge de la programmation des conférences déjeuner. Dans le respect des mesures sanitaires, cette conférence se déroule à distance, mais également en présentiel pour une poignée d'entre vous qui sont juste ici. Vous ne pouvez pas forcément les voir. Cette intervention est enregistrée, vous devez voir normalement la mention sur le Teams. Ça va nous permettre la diffusion d'un replay dans les jours à venir. Vous le recevrez d'ailleurs par mail. Je vous invite donc à couper votre micro pour ne pas créer de bruit parasite et votre vidéo si vous ne souhaitez pas être intégré au replay qui sera diffusé sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez formuler bien sûr des questions tout au long de la conférence. Pour cela, je vous en prie, utilisez le chat, c'est-à-dire la petite bulle texte que vous voyez en bouton. Les questions seront traitées en fin de conférence dans un temps de questions-réponses qui durera approximativement un quart d'heure. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Delors, coach, formatrice, hypnothérapeute, qui vient nous parler des émotions et nous aider à comprendre leur langage. Car oui, les émotions ont bien quelque chose à nous dire, mais quoi? Et comment nous appuyer sur la connaissance des émotions pour mieux comprendre nos besoins et ceux des autres? Je passe la parole à Christelle et vous souhaite une bonne conférence. Merci Laura, bonjour à toutes, à tous, à vous qui êtes là-bas derrière la caméra et puis à ces personnes qui sont ici avec moi, donc ça fait plaisir d'avoir un mix des deux. Donc je suis ravie d'être là, merci pour ton introduction Laura. Donc l'idée c'est qu'on passe 45 minutes ensemble. On va parler des émotions et de la relation des émotions et de l'impact des émotions dans les relations constructives. Donc voilà. Alors, pour commencer, je pense que je ne serais certainement pas là si il n'y avait pas eu la Covid-19. Je ne serais certainement pas là de vous parler des émotions aujourd'hui. Peut-être que j'aurais choisi un autre sujet, comme la motivation, par exemple. Mais voilà, depuis maintenant un an, nous vivons dans un contexte incertain qui nous amène beaucoup de questionnements et de stupéfaction, à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan économique, et aussi sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel. Et c'est vraiment sur ces deux items qu'on va passer 45 minutes ensemble. C'est un moment hors norme où on est amené à vivre des émotions qu'on n'identifie pas toujours, qu'on ne comprend pas toujours. Donc l'idée, c'est de mettre un petit peu de clarté dans tout ça. En tout cas, pour ce dont je vais vous parler aujourd'hui, l'idée c'est que moi je suis très influencée par plusieurs courants des sciences sociales, des sciences humaines. Et quels que soient les courants, quels que soient les professionnels, ils sont tous d'accord sur la fonction des émotions dans notre vie. En revanche, ils ont des divergences tous sur la nature des émotions, sur les caractéristiques, sur le nombre d'émotions. Donc moi, ce que je vais vous proposer pendant ces 45 minutes, c'est un peu ma tambouille. C'est voilà, des éléments qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Voilà, donc mon intention, c'est pas de vous présenter une recette, mais bien des façons de faire pour que vous puissiez vous approprier ce qui est bon pour vous. Et pour moi, je dois dire maintenant en termes d'émotion, je ressens du trac, peut-être un petit peu de peur et aussi beaucoup de joie d'être avec vous. Bien, alors pour commencer, vous arrivez tous et toutes ici certainement avec des intentions, peut-être même des attentes. Alors à tous, vous qui êtes derrière les caméras et toutes les personnes qui sont ici présentes, je vais vous inviter à prendre un temps de réflexion autour de ces deux questions. De vous dire, bah tiens, qu'est-ce que moi, individuellement, et donc de vous répondre à vous-même, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette conférence de 45 minutes? Première question. Et deuxième question, en quoi ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous aimeriez que ça vous soit utile? Donc voilà, 30 secondes pour prendre le temps de clarifier ça pour chacun de vous. Alors Laura, à tout moment, si tu as quelque chose à partager qui te semble pertinent, laissons-nous de la fluidité. Ça marche. Ok, donc je vous propose
de commencer et je vais vous proposer de passer à table parce qu'il est le temps du déjeuner. D'ailleurs, certains d'entre vous ici dans la salle sont en train de manger. Bon appétit à vous, bon appétit peut-être à vous aussi derrière les écrans. Donc, je vous propose de passer à table. Voilà. Alors, effectivement, ce n'est pas de la nourriture dure et solide qu'on va ingurgiter aujourd'hui. C'est plutôt voilà, des ingrédients. Vous voyez, à l'écran, il y a des épices. Et donc, l'idée, c'est, on va voir ensemble quels sont ces ingrédients qui donnent de la saveur à notre vie, qui donnent de la saveur et du relief à notre vie personnelle, à notre vie relationnelle. Alors, on va voir que parfois, c'est doux, suave, parfois, c'est piquant, parfois, les goûts sont simples, parfois, les goûts sont complexes. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Et donc, pour commencer, voilà, émotions, on se pose beaucoup de questions sur les émotions. On n'a pas forcément reçu d'éducation émotionnelle. On n'est pas forcément très acculturé à l'émotion et à son vocabulaire. Et pourtant, elles sont là, elles existent, et on ne peut pas faire sans. Alors, on ne sait pas trop dans notre culture quoi en faire. On ne sait pas trop comment faire dans notre culture personnelle, dans notre culture aussi organisationnelle. Alors, ce que je vous propose, au menu du jour, c'est de commencer à travailler sur les ingrédients des émotions. Parce que le premier réflexe, quand on ne sait pas trop quoi faire, c'est d'être comme ça, sur la réserve, ou d'être en crainte. Donc, malheureusement, quand c'est comme ça, on peut plutôt les subir que les vivre. Alors voilà, nos 4 émotions. Alors, vous allez, pour certains d'entre vous qui sont en ligne et qui connaissent peut-être déjà des émotions, ou même ici dans la salle, il y a des moments où je vais volontairement être simpliste pour simplement que ce soit facile, accessible et qu'il y ait des bénéfices pour chacun. L'idée, c'est qu'on va aborder ensemble les 4 émotions fondamentales qui sont la colère, la peur, la tristesse et la joie, et de voir quels sont les besoins qui sont associés à chacune d'elles et quelques clés de compréhension et d'action pour pouvoir les utiliser dans nos relations. Mais pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, comme disait Coluche, c'est l'histoire d'un mec. Effectivement, c'est l'histoire d'un mec alors c'est un nom d'emprunt, mais qui s'appelle Elliot. Elliot est le patient d'Antonio Damasio, qui est un médecin, alors en tout cas professeur portugais de psychologie, de neurosciences. Et Elliot vient voir le professeur Damasio. Sa vie est assez chaotique. Il a eu plusieurs mariages, plusieurs divorces, il a eu plusieurs emplois, systématiquement des pertes d'emploi derrière. Il a eu des mauvaises fréquentations, il a fait des mauvais investissements, il est en ruine. Et donc Elliot se présente en ayant un problème, c'est que en fait, la sécurité sociale, l'équivalent, ne veut pas lui accorder de pension d'invalidité. Et donc, Antonio Damasio est chargé de faire un diagnostic. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, Elliot a souffert d'un méningiome et qu'il a eu une opération donc de cette tumeur cérébrale qu'on lui a enlevée. Alors, sur le papier, tout est OK, super bien. Toutes les fonctions du langage, de l'attention, de la mémoire, du calcul, tout fonctionne parfaitement bien. Voilà, il sait réfléchir, il sait parler, il a la mémoire à court terme, il a la mémoire à long terme. Capacité d'adaptation, il paraît même qu'il a un QI déjà qui est supérieur à la moyenne, et c'est toujours le cas après l'opération. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un trouble neurologique, et que le cortex préfrontal droit, qui est en charge des émotions, de la perception des émotions négatives, eh bien, ne fonctionne pas ou mal. En tout cas, il y a un dysfonctionnement, et ce qui fait que Elliot n'est pas en capacité d'apprendre de ses expériences et d'être en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre que les émotions, elles nous permettent de prendre des décisions, 3 petits points, à bon escient. Et aussi qu'une émotion, c'est le signal d'une décision qui serait, alors on a coutume de dire bonne, mais moi je préfère le mot juste, voilà, bonne pour la personne. Donc vous allez me dire, c'est quoi le rôle des décisions dans la relation? Alors on va y venir parce qu'en fait, il y a un chiffre qui circule, qui est 35 000. Ce serait le nombre de décisions que nous prenons chaque jour. 35 000. Et 0,26% de ces décisions seraient totalement inconscientes, c'est-à-dire en dessous des radars. Je vois des têtes qui font oui, c'est vrai, c'est incroyable.
Alors, ça veut dire quoi, cette expérience avec Eliot, que relate Antonio Damasio, si vous souhaitez le lire d'ailleurs, dans son ouvrage qui s'appelle L'erreur de Descartes, hein, qui est un ouvrage qui est sorti en 95, de mémoire. En fait, il existe dans notre culture, dans notre éducation, certainement une dichotomie, en tout cas une opposition entre d'un côté les émotions et d'autre côté l'aspect rationnel. Voilà. Et en fait, il y a une corrélation entre raison et émotion. Et donc, l'idée, c'est que ce que je vous propose, là, c'est de sortir de la logique du « ou », c'est-à-dire ou les émotions ou la raison, pour entrer dans une logique du « et ». Voilà. Et donc, cette logique du « et », voilà, symbolisée par ce schéma, c'est que c'est l'union qui fait la force. Et donc, moi, j'aime bien appeler ça, c'est l'intelligence collective intérieure. Comment, justement, utiliser ces principes-là. Donc, voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va regarder un petit peu plus près les ingrédients. Les ingrédients qui font qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Alors, une émotion, déjà, c'est une réaction instinctive. Alors, on reste bien sur les 4 émotions primaires qui sont la colère, la peur, la tristesse et la joie. Donc, ce sont des réactions instinctives, c'est-à-dire à la fois physiologiques, et physiques, qui se manifestent suite à un stimulus, alors externe, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur de l'environnement, ou ça peut être aussi sur un stimulus interne. C'est-à-dire que le stimulus, il peut être soit réel, soit imaginaire. C'est inné, c'est automatique. Ces émotions-là, et notamment, on le verra, l'émotion de la peur, c'est ce qui a permis à notre espèce de se développer et de se protéger du tigre à dents de sabre et du mammouth, notamment. Et donc, voilà, c'est grâce à ça que chacun de nous, nous sommes là aujourd'hui. Et le corps, il exprime d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conscientisation se fait après la perception corporelle. C'est-à-dire qu'une émotion, voilà, elle est d'abord dans le corps physiologique. Et puis, on ne va pas avoir tous, alors si on regarde les émotions dans un contexte d'émotions primaires, hein, c'est-à-dire les choses qui nous servent vraiment à nous, entre guillemets, à nous protéger, à prendre soin de nous, sur les émotions qui sont plutôt, elles, basées sur des perceptions internes, on va voir aussi, dans ces 2 cas, qu'il y a des perceptions qui sont individuelles, et puis il y a des perceptions qui peuvent être collectives, dans ce sens où elles sont aussi culturelles ou sociales, parce qu'il y a de l'apprentissage aussi dans les émotions. Et puis souvent, on peut avoir des jugements sur les émotions, dire elles sont bonnes, elles sont mauvaises, elles sont positives, elles sont négatives. Et en fait, moi, je vous propose d'adopter plutôt le agréable et désagréable. Ce qu'on va voir, c'est une sacrée alliée, notre émotion. Et que si on part du principe que déjà, c'est un ennemi, on se coupe d'un certain nombre de choses. Pour vous illustrer mon propos, voilà, je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup faire de la randonnée. Et quand on fait de la randonnée, alors heureusement, on est plus susceptible de rencontrer des marmottes que des ours. Néanmoins, il n'y a pas la même charge émotionnelle, même automatique, qui se fait face à une marmotte ou face à un ours. Néanmoins, on est OK ici aujourd'hui pour dire qu'une personne a aussi quand même le droit d'avoir peur face à une marmotte. Mais on va dire qu'instinctivement, se retrouver face à une marmotte a l'air quand même beaucoup plus sympa que de se retrouver face à un ours. Donc, il y a des chances que votre corps vous le fasse sentir aussi que c'est plus agréable, ou au contraire qu'il y a un risque et qu'il y a un danger. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, en lien avec les émotions, pour moi, c'est important de vous parler aussi des sentiments. Et qu'est-ce qui distingue les émotions d'un sentiment? Donc, j'ai commencé sur une note culinaire, je continue sur une note culinaire. Donc, vous voyez, c'est un mélange d'épices. Et bien, en fait, les sentiments, c'est un mix entre des émotions et des pensées. C'est toute la partie cognition. C'est-à-dire que c'est une intervention, une interaction intérieure, et donc ça crée ce qu'on appelle un état émotionnel, ce qui est assez différent d'une émotion brute. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais une émotion, surtout c'est les émotions primaires, elles sont de courte durée. Elles n'ont pas vocation à durer. Dès qu'il y a quelque chose qui dure, on est plutôt sur un état émotionnel, et en l'occurrence, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre du sentiment, qui là, effectivement, comme on l'entretient par nos pensées,
ça peut avoir tendance à s'installer à l'intérieur de nous, y compris en termes de sensations. Et donc là, c'est beaucoup en lien avec le vécu d'une personne, ou avec le vécu aussi d'une population ou d'un groupe. Et c'est vrai aussi au sein des organisations. Et donc, ça, forcément, c'est aussi très, très en lien avec toute la notion de nos relations. Et ce qui rentre en jeu dans le sentiment, souvent, c'est une représentation personnelle. Et on a tous beaucoup de représentations personnelles qui nous amènent à avoir des interprétations, des évaluations. Voilà. On peut parler, souvent, on est amené à parler dans certains jargons de cadre de référence personnel ou collectif. Voilà. Alors, pour continuer, la fonction de nos émotions. On a des émotions, d'accord, ok, maintenant on sait qu'elles existent, on sait qu'elles se manifestent, comment elles vivent en nous, mais à quoi ça sert? Voilà. Alors, les émotions, c'est une ressource. Alors, quand elle est négative, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident de la percevoir comme une ressource. Hein. Le rôle d'une émotion, c'est de nous adapter à notre environnement, en lien avec ce qui se passe, et ça nous envoie un stimulus pour nous faire passer à l'action. Alors, on va voir que la nature des actions est vraiment très différente, en tout cas, nous faire agir dans le but de satisfaire un besoin qui n'est pas forcément compris. Voilà, donc il y a ces 4 émotions, très rapidement, donc sur la colère, la tristesse, colère, peur, tristesse et joie. L'action de la colère, c'est de nous préparer à préserver notre intégrité. Alors, quand je parle de l'intégrité, ce n'est pas l'intégrité du danger, d'un danger de mort, par exemple, mais c'est l'intégrité de moi, mon avis, le respect de ma personne, etc. Et donc, l'idée derrière, c'est le besoin d'affirmation. Et très souvent, en termes de sentiments, alors c'est des exemples, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs sentiments. Il peut y avoir, j'en ai cité un par exemple, le sentiment de révolte. Sur la notion de la peur, sur l'action, à quoi elle nous invite à nous préparer pour agir contre un danger. Et derrière cette action, ça va être de prendre soin de notre besoin de sécurité. Et donc, dans les sentiments qui peuvent apparaître en termes de ressenti, on pourrait être, par exemple, sur de l'angoisse. Encore une fois, sur le sentiment, c'est une illustration. L'émotion de la tristesse, eh bien, elle nous sert à accepter ce qui est là et qui n'est pas en notre pouvoir de changer. Et donc, très souvent, le besoin aussi, c'est le besoin d'avoir du réconfort, de la présence. Et on peut être dans un sentiment d'abattement, un sentiment de fatigue. Hein. La fatigue, pas en lien avec une charge normale de travail, mais peut-être, on va dire, une fatigue émotionnelle, voilà, peut être le signe d'une émotion de tristesse. Et puis, la joie. La joie, elle, c'est l'action qui nous prépare à aller vers, voilà, à aller vers les autres. Et donc, derrière la joie, il y a ce besoin du partage. Et par exemple, dans les sentiments, il peut y avoir le sentiment d'alignement, le sentiment de satisfaction, le sentiment de sérénité, parce que oui, apaisement, sérénité, on est déjà dans l'énergie de la joie. Pour continuer, pour vraiment comprendre un petit peu plus en lien avec les émotions, vous avez compris, il y a un stimulus. Vous avez compris, avec des émotions, on peut aussi avoir des sentiments. C'est ça qui fait durer et qui transforme ça en état émotionnel. Vous avez compris qu'il y a des besoins. Moi, ce que j'ai envie de vous partager maintenant, c'est qu'il y a des réactions naturelles, instinctives, dans ce sens qu'elles le sont instinctives, et puis des actions qui pourraient être menées. Alors, sur la dimension de la colère, alors les petits bonhommes, ils se voient bien, ouais, le premier petit bonhomme, il est vraiment en colère. Donc là, en termes de stimulus, c'est quoi? Ça peut être une situation où il y a de la frustration, il y a un dépassement qui a été franchi, une ligne qui a été franchie. Et donc, par exemple, un autre sentiment, celui que j'ai noté tout à l'heure, la révolte, sentiment de révolte qui se manifeste. Le besoin, c'est d'identité, c'est de, voilà, moi j'ai besoin par exemple d'avoir ma place dans cette chose. On verra les exemples tout à l'heure. Et donc la réaction physiologique en lien avec la colère, c'est la lutte. Sauf qu'on ne va pas s'autoriser la lutte, mais notre corps peut le ressentir. En revanche, ce qui est intéressant, avec ce besoin, la colère peut vraiment nous permettre de développer des capacités d'affirmation de soi. Et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est de poser des limites quand il y a un franchissement qui a été passé, en tout cas perçu comme tel par la personne.
Sur l'émotion de la peur, alors la peur, voilà, c'est une réaction face à un danger. Et donc, le sentiment derrière, c'est le sentiment d'insécurité. Le besoin, c'est un besoin de protection. L'action naturelle, on va dire, l'inclinaison naturelle du corps, c'est la fuite. Sauf qu'il y a un cas un peu particulier avec la peur. Je vous le disais précédemment, la peur a permis à notre espèce d'être là où elle en est aujourd'hui. Simplement, on ne peut pas forcément toujours fuir. Donc, quand on ne peut pas fuir, il y a une seconde option, c'est on combat, on lutte. Et quand on ne peut ni fuir, ni lutter, alors on s'immobilise. Donc, ça peut être intéressant de se dire que parfois, quand il y a quelqu'un qui est en colère, on verra ça tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément toujours de la colère qui est vraiment là. Peut-être que la personne se sent dans l'incapacité de s'échapper, de s'extirper de la situation, et que sa meilleure ressource à ce moment-là, c'est peut-être une forme d'agressivité pour en imposer. La tristesse ensuite. La tristesse, c'est une réaction face à une perte. Alors que ce soit, quelle que soit la perte, hein. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est plus, en fait. Et donc, le sentiment derrière, ça peut être un sentiment d'abattement. Le besoin, c'est aussi le besoin de réconfort. Et le mouvement naturel du corps en cas de tristesse, c'est le repli sur soi. On pourrait se mettre en phase hiver, hein, dans ce qu'on pourrait dire de cette manière-là. Et donc, derrière, ça c'est la réaction du corps, mais l'action, ça pourrait être voilà, autour de l'acceptation, c'est un gros sujet, l'acceptation, et puis aussi le besoin de soutien, de réconfort. Et enfin, la joie. La joie, c'est en lien avec quelque chose qui nous apporte de la satisfaction. Et exemple d'un sentiment ressenti quand il y a de la joie, ça peut être la sérénité. On est vraiment dans la famille de la joie. Et puis, ça nous amène à aller, c'est de l'expansion en fait, hein, c'est à aller vers les autres. Et là, ça c'est la réaction naturelle du corps. Hein. Moi, je vous invite à repenser aux Coupes du Monde de foot, 98-2008, où les gens qui ne se connaissaient pas se sont sautés dans les bras. Voilà, donc dans des moments de liesse populaire comme ça, c'est vraiment, il y a ce naturel d'aller vers les autres et de souvent se sauter dans les bras. Et donc, ça invite à la célébration, au partage et à l'échange. Voilà. Donc, peut-être que vous commencez à entrevoir les liens entre les émotions et les relations. Est-ce qu'il y a des remarques ou des choses que tu as envie de partager, Laura, sur ce qu'on partagerait sur le chat? Ou dans la salle aussi, hein, vous avez le chat en live. Les participants sont discrets. Ça marche. Allez, on continue. Alors maintenant, c'est intéressant de se dire, on a vu qu'est-ce que c'est qu'une émotion, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment. Moi, je vous propose de regarder qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi une relation. Alors, je ferai vraiment simple. Hein. Une relation, c'est des liens entre plusieurs personnes qui existent. Et on voit clairement que dans une relation, nos comportements s'influencent mutuellement. Qu'est-ce qu'une relation constructive? Donc, c'est toujours un ensemble de liens entre les personnes. Ce sont des interactions et c'est aussi, d'une certaine manière, une intention de vouloir arriver à dépasser des problématiques, quelles qu'elles soient, que ce soit un inconfort, que ce soit un désaccord. En tout cas, l'idée, c'est toujours d'aller vers l'issue d'un résultat positif pour les parties. Et donc, l'idée derrière, sous-jacente, c'est qu'il y a une capacité à construire, à créer, voire même à co-créer pour aboutir à des choses positives. Et donc, ce qui est important dans une relation constructive, il y a aussi cette notion de la relation saine et de permettre à soi-même et à l'autre de se sentir aussi en sécurité et en respect. Alors, encore une petite histoire, notre cerveau qui revient. C'est pas le même que tout à l'heure. En fait, notre cerveau, il est neurosocial. Nous sommes des êtres sociaux. Voilà. Nous existons parce que nous sommes en interaction les uns les autres. Et il y a un principe en psychologie qui dit qu'un bébé tout seul, ça n'existe pas. En fait, dès notre plus tendre enfance, on existe parce qu'on prend soin de nous, parce qu'on nous nourrit, on n'est pas autonome. Et donc, notre cerveau, il est aussi relationnel. Donc, il existe une famille qui s'appelle les neurosciences sociales, qui se charge de faire des recherches sur le sujet. Et donc, peut-être que vous en avez entendu parler des neurones miroirs.
Voilà, les neurones miroirs, c'est ça qui fait qu'on apprend et notre cerveau, mais on pourrait l'appeler copie, ouais, il copie tellement bien tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il voit que, en tout cas mentalement, le processus d'action, c'est comme si nous le faisions réellement. Voilà. Donc, il y a plusieurs formes d'intelligence. Hein. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de... Quand on parle d'intelligence, en général, c'est très souvent, c'est l'intelligence logico-mathématique. Celle qui est utilisée par la grande majorité d'entre nous, puis celle qui est souvent voilà, très, très encouragée. Voilà. Et ben, il y a plusieurs autres formes d'intelligence, hein, notamment là, avec notre cerveau relationnel. Il y a de l'intelligence relationnelle. Oui, oui, absolument. C'est avec les neurones fuseaux. Intéressant, cette neurone fuseau. Et en même temps, il y a effectivement ces neurones fuseaux et notre cerveau qui... il paraît qu'il y a un autre chiffre qui circule. 20 millisecondes, c'est le temps qu'il nous faut pour faire confiance à quelqu'un ou pas. 20 millisecondes. Ouais. Donc, c'est dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui peut vraiment nous aider à avoir des perceptions et qui nous aide malgré nous dans les relations. Et donc, on est capable, alors c'est pour ça qu'on est très éprouvé avec le masque, hein, on est capable de faire de grandes nuances dans les sourires, par exemple. Donc, il y a même un Américain, Paul Ekman, qui avait contribué, en tout cas par ses ouvrages, à faire une série qui s'appelait Lie to Me, où il y avait un expert qui décortiquait les expressions faciales pour distinguer si la personne racontait la vérité ou mentait. En tout cas, c'est des expressions faciales souvent qui nous font voir dans quel état émotionnel se trouve la personne. Voilà. Simplement, effectivement, notre cerveau relationnel, il peut nous inviter à avoir un jugement hâtif. Et c'est là que l'autre forme d'intelligence est super intéressante, c'est l'intelligence émotionnelle. Voilà, et donc vous avez compris que coupler les émotions, et en tout cas sur nos émotions, sur qu'est-ce qu'on ressent, peut nous donner vraiment une indication sur qu'est-ce qui se passe dans la relation. Et oui, mais, petit rappel, l'émotion, l'idée c'est de nous adapter à ce qui se passe dans notre environnement pour satisfaire en nous un besoin important. Et donc, comme on n'est pas à l'aise, on n'a pas été acculturé à l'émotion, on ne sait pas trop comment faire, donc on peut avoir tendance à vouloir la reléguer au second plan. Eh bien oui, hein. Alors le problème c'est qu'une émotion non accueillie, non acceptée, voire bannie, exilée, eh bien c'est un besoin non assouvi, et un besoin important non assouvi, c'est un besoin qui va se ressentir forcément dans les relations. Alors, vous m'entendez parler depuis tout à l'heure, vous me voyez, j'ai des mimiques, je bouge, mon corps dit quelque chose, l'intonation, le rythme de ma voix dit quelque chose aussi. Donc, c'est-à-dire que dans la communication, il y a le verbal, mais il y a aussi le paraverbal, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'intonation, la diction, etc. Et puis le non-verbal. Et donc, notre corps, il parle beaucoup, et donc il n'y a pas que ce que l'on dit qui va contribuer à la relation. Alors, on a des représentations, il faut être clair, je parlais de cadre de référence, on a tous des représentations sur les émotions, j'ai envie de dire quelles que soient les émotions, mais en tout cas, en général, un petit melting, un petit pot pourri de ce qu'on peut entendre en général. Les émotions, c'est pour les filles. Voilà, le cerveau, à ma connaissance, il n'est pas genré, mais simplement, effectivement, les représentations qu'on peut mettre sur les émotions est plutôt genré. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, mais la colère, c'est plutôt genré masculin, et la tristesse est plutôt genré féminin. Et ça, c'est des choses de l'éducation. Il y a aussi d'autres petits mots comme ça, l'air de rien, mais non, mais c'est bon, je gère. Souvent, dans mon métier, on parle de la gestion émotionnelle. Alors, c'est vrai que c'est du jargon, c'est utilisé comme ça. Moi, personnellement, je n'aime pas le mot de la gestion émotionnelle. Moi, ce qui me plaît plus, c'est le mot de la régulation émotionnelle. En fait, je gère, sous-entendu, je contrôle. En fait, vous avez compris, hein, ce sont nos émotions qui nous dominent. Ce n'est pas nous qui les dominons. Hein.
Voilà. Alors, il y a des mots fourre-tout comme je suis mal, je suis stressée, je suis pas top. Et en fait, ça, c'est du vocabulaire. Je vois qu'il y a des personnes qui sourient. Ouais, ok, hein, on le fait tous. Hein. Mais c'est non spécifique, en fait. Ça ne vient pas aider à qualifier vraiment ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Il y a aussi quelque chose d'autre qui va. Non, mais ça va passer. Vous savez, il y a une pub qui a beaucoup circulé. Ils disaient non, mais ça, c'était avant. Ouais, effectivement. Au niveau de l'action, c'était avant. Simplement, vous avez compris que le ressenti, l'état émotionnel, ça peut durer encore longtemps après. Donc, c'est vrai, effectivement, pour les faits, mais en tout cas, les résidus des faits, ben non, c'est encore vrai aujourd'hui. OK ? Et puis, souvent, quand il y a une émotion qui se manifeste, on a l'impression qu'on peut décider en disant non, mais c'est bon, arrête, c'est bon, allez. Oh là là, arrête. Ouais, bah, c'est pas. Prendre des décisions grâce à nos émotions, oui, mais prendre des décisions sur nos émotions, c'est plus compliqué. Alors, ça existe, mais en général, voilà ce qui se passe. C'est que soit ça pète, hein, soit ça part au crash. Hein, on peut avoir des débordements émotionnels, des réactions émotionnelles voilà, disproportionnées, inappropriées à la situation, voire même complètement irrationnelles. Ça existe. Voilà. Et donc, c'est le risque, par exemple, d'accumulation, ou à un moment donné, c'est ce qu'on peut qualifier d'effet cocotte-minute. Hein, à un moment donné, voilà, ça explose. Donc là, la personne, en termes de comportement, part dans des excès, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et puis, parfois, ça arrive aussi qu'on a tellement accumulé qu'on peut, à un moment donné, une personne qui nous fait vivre un état de colère, eh bien, la pauvre, c'est elle qui va ramasser pour tout le reste qu'on a accumulé auparavant. Donc, encore une fois, ça, c'est humain. Hein. En tout cas, ça épuise beaucoup. Hein. Ça peut être un crack intérieur, tout ce qui est autour aussi de l'épuisement, possiblement aussi parmi les causes de burn-out, etc. Donc, on trouve ce crack soit à l'extérieur dans la relation, mais aussi dans la relation à nous-mêmes, parce qu'il y a deux formes de relation pour moi. Il y a la relation intrapersonnelle, la relation qu'on a avec nous, nos affects, nos pensées, et puis la relation interpersonnelle qu'on a avec l'altérité, avec l'autre. Ou on peut aussi rentrer, vous voyez, c'est un petit mur de questions, on peut aussi rentrer dans un fonctionnement vertueux avec nos émotions. Et c'est ça que je vous propose de regarder. Donc, en fait, soit c'est de la dynamite dans nos relations et en nous-mêmes, auquel cas on les subit, soit c'est de la dynamique et ça va nous amener à interagir avec les autres. C'est ce que je vous propose de regarder. Notamment avec les émotions au travail. Alors, on va parler de quelques exemples. Parfois, ça s'inspire de faits réels, je l'avoue. En tout cas, l'idée, c'est de vous amener des clés de lecture, des clés de compréhension. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, quelles que soient les émotions que l'on ressent, nous avons tous besoin que les émotions que l'on ressente soient acceptées par les autres, parce qu'en fait, ce sont les nôtres. Voilà, c'est notre vécu. Et donc, voilà, ça déjà, j'avais envie de vous le partager, c'est que prendre le temps d'abord, quand il y a quelqu'un qui est dans un état émotionnel et qui exprime quelque chose, que ce soit par les gestes, par la voix ou par un mix, bah, l'idée de se dire, voilà, ok, cette personne, elle vit quelque chose, je suis peut-être pas d'accord avec, et c'est ok, mais en même temps, elle a le droit de vivre ça, c'est sa compréhension et sa perception à elle. Voilà. Alors, je propose qu'on passe par le prisme des 4 émotions qui nous accompagnent depuis le début. En l'occurrence, la colère. La colère, vous vous souvenez, ça peut être un sentiment de révolte à l'intérieur. Il y a besoin de préserver notre identité, notre intégrité. L'idée derrière, c'est d'affirmation, c'est mettre des limites. Ok, alors il y a plein de moments dans l'entreprise, que ce soit les organisations publiques, privées, des grosses organisations, des petites organisations. Il y a des moments où il y a de la colère. Vous êtes d'accord, vous en avez déjà ressenti, j'imagine, de la colère. Ouais. Il y a quelques exemples, par exemple, voilà, moi j'ai bien bossé l'année dernière, j'ai demandé une augmentation, mes résultats ont été bons, j'ai beaucoup contribué en mode projet, des projets qui ont abouti, qui fonctionnent bien, j'ai demandé une augmentation, j'ai pas de réponse. En fait, la réponse est une non-réponse.
ben ok, là, il y a des personnes qui peuvent ressentir de la colère. Ceci dit, je donne cet exemple, mais une autre personne pourrait ressentir de la tristesse. Hein, donc, ce que je vous donne, ça n'a que valeur d'exemple. Évidemment, c'est toujours vrai dans un contexte et par rapport à une personne donnée. Ok. Vous êtes en réunion, il y a un collègue qui parle beaucoup. Je suis praticienne MBTI, pour ceux qui connaissent, il y a des personnes qui fonctionnent plutôt en introversion, c'est-à-dire qui ont besoin de réfléchir intérieurement, d'élaborer leurs pensées avant de la partager, puis il y a d'autres personnes dont je fais partie, qui sont plutôt en préférence extraversion et qui peuvent avoir tendance à beaucoup parler parce qu'elles élaborent leurs pensées dans l'interaction avec les autres. Et donc, ce type de personne peut être amené à couper la parole sans intention de nuire à l'autre, mais possiblement qu'il y a une personne qui peut avoir souvent sa parole coupée, qui pourrait être en colère. Ok ? 2 cas de figure. La personne, elle l'exprime, sa colère, de façon constructive, ou elle l'exprime pas de façon constructive, et là, bah, ça peut déraper. Il y en a marre, et toi c'est toujours la même chose, je suis en train de me couper la parole, et puis là, potentiellement, selon le temps sur lequel c'est dit, ça peut partir sur des vieux dossiers qui reviennent. Alors ça aussi, on peut voir ça aussi avec la colère. Des vieux dossiers qui font leur apparition, et là, ça devient de plus en plus pimenté. Voilà. Alors, peut être intéressant de se dire, tiens, quand il se passe quelque chose comme ça en lien avec la colère, comment est-ce que je peux prendre conscience de ce qui se passe en moi ? Peut-être déjà d'écouter qu'est-ce qui se passe dans le corps. En général, la colère, quelque chose qui nous vient assez naturellement, c'est ça, hein, c'est les mâchoires qui se crispent, c'est les poings qui se resserrent. Physiologiquement, hein, souvenez-vous, c'est la lutte. Hein, donc, il peut y avoir quelque chose comme ça qui se passe. Alors, peut-être c'est de prendre un temps, parce qu'effectivement, de communiquer directement quand on est en plein dans la colère, ça pourrait nous faire avoir un comportement un peu excessif. Donc, il y a des citations en France hein, qui disent dormir dessus, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être prendre le temps d'une respiration, de quelque chose, pour faire le point de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et maintenant que vous avez compris un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous en lien avec la colère, quel est le besoin ? Voilà, le besoin, c'est que j'ai besoin qu'on me prenne en compte, par exemple, qu'on considère, qu'on respecte ma parole, si je donne l'exemple de la réunion, et derrière, de pouvoir dire à la personne, écoute, voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu es en réunion, tu as remarqué, tu parles beaucoup, etc. Moi, je suis en colère quand je ne peux pas parler. Et donc, c'est important que quand je commence une phrase, pour moi, que je puisse la finir. Après, il y a des techniques, notamment la communication non violente nous donne des techniques pour pouvoir communiquer de façon constructive qu'est-ce qui se passe. Mais déjà, pour communiquer, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a en nous et qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'était un exemple de colère. La colère est plutôt assez valorisée dans les organisations. Ça peut être associé à un sentiment de puissance, notamment au Japon. C'est la colère. Alors, ils n'ont pas la même façon de se comporter avec la colère. Donc, le comportement de l'émotion est différent entre personnes et entre cultures. Mais c'est plutôt une preuve de pouvoir, de puissance. Et puis, j'ai ouï dire d'une anecdote chez les Inuits, où quand il y a une colère entre 2 protagonistes, eh bien, les 2 protagonistes se réunissent avec toutes les autres personnes autour, ils se balancent ce qu'ils ont à se balancer, et donc les personnes autour rient, et puis quand tout le monde a fini de rire, et bien voilà, la colère, elle a été exprimée. Donc chacun aussi peut avoir ses processus de colère. Et donc, en général, la colère, elle peut servir à masquer aussi d'autres émotions, notamment l'émotion de la peur. Parce que l'émotion de la peur, on va y aller dans un instant, elle n'est pas très autorisée dans nos cultures tout court et puis nos cultures organisationnelles non plus. La peur, en termes de représentation, ça peut être aussi considéré comme une faiblesse, voilà, une faiblesse. Ok. La peur. Alors, la peur, c'est réagir à un danger, okay, réel ou imaginaire, quel que soit le degré du danger. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi des gradations dans l'émotion. Hein. Par exemple, la colère, c'est pas tout de suite l'explosion. Ceux d'entre vous qui ont vu le film, peut-être Vice Versa, c'est Upside Down en anglais, je crois, ou Inside Out, pardon, Inside Out. La colère, quand c'est explosif, le personnage, il est hirsute, hein, vraiment. Hein, voilà. Donc, dans la colère, l'agacement, c'est le début de la colère.
Donc, on n'est pas obligé pour réagir à nos émotions d'attendre d'être à son paroxysme. Ça peut être intéressant quand on perçoit, tiens, c'est quoi les signes avant-coureurs? Voilà. Donc, la peur. La peur, l'objectif, c'est de nous protéger. La peur, on y est beaucoup dedans depuis un an presque maintenant. Hein, ça va être un triste anniversaire. La peur, il y a la peur de tomber malade du Covid pour nous, pour nos proches, en lien avec le bouleversement du mode de travail, qui est encore un travail sous confinement. On parle de télétravail, c'est quand même encore un travail sous confinement, même si on a eu un petit peu plus de temps pour s'organiser. Et il y a des personnes qui ont peur d'être complètement isolées, des personnes qui ont peur de perdre le lien social, des personnes qui ont peur de perdre leur emploi en lien avec la situation économique. Et donc la peur, elle peut s'installer, et quand la peur s'installe, ça peut faire aussi de l'appréhension, de la défiance, des personnes qui réagissent en étant ultra contrôlants. Et donc c'est pas fluide pour l'organisation, c'est pas fluide pour les relations. Et donc, pour pas rester sur sa peur, eh bien, quoi faire de différent? Manifester son désir, son besoin d'avoir peut-être plus de proximité, d'avoir peut-être plus de réunions, d'avoir des moments qui alternent, présentiel, distanciel. Voilà, ne pas laisser s'installer la méfiance, parce que quand la méfiance s'installe, il peut y avoir du désengagement, de la perte d'énergie. Et donc, quel besoin vous pouvez aller exprimer quand vous ressentez ça? La peur, elle a quelque chose de particulier. On est au timing? Il reste combien? 5 minutes. 3 minutes, ouais. Ok. La peur, elle bloque le cortex préfrontal. La tristesse, alors aussi, c'est vécu comme quelque chose de l'ordre de la faiblesse. Par exemple, Michel, qui quitte l'entreprise pendant le Covid, on ne peut pas faire de pot de départ. Voilà. Alors Michel, il peut être triste, mais tous les collègues qui apprécient Michel peuvent être tristes aussi. Auquel cas, si on reste sur la tristesse, il y a un sentiment de regret, peut-être d'amertume qui va rester. Et pour ne pas rester sur la tristesse, quoi faire de différent? Peut-être de proposer de faire un pot de départ en visio, peut-être proposer de faire un livre d'or virtuel, peut-être proposer de faire livrer quelque chose. En tout cas, voilà, d'aider tout ça à se déployer. J'en parle pas de la joie tout de suite parce qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, quelques billes supplémentaires. Comment on fait tout ça? Alors déjà, l'idée, c'est de savoir de quoi on parle, de quelle émotion on parle. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Potentiellement, qu'est-ce que l'autre aussi est en train de vivre? D'arriver donc à identifier, de prendre le temps d'accepter ce qui se passe. C'est ni bon ni mauvais, souvenez-vous, c'est agréable ou c'est désagréable. Et c'est de lui donner du sens. Quand on se connecte aux besoins de notre émotion, c'est lui donner du sens pour nous-mêmes et nous donner du sens dans la relation et permettre de formuler des demandes. Et ça nous permet d'agir. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, réguler, digérer, utiliser nos émotions pour des relations constructives, eh bien, c'est possible. Voilà, ça s'apprend. On peut s'acculturer, on peut arriver à faire autrement. Et donc, pour finir en douceur, vous savez, quand il y a des plats très épicés, chez les Indiens, ils ont une boisson que j'aime beaucoup qui s'appelle le lassi. Ça permet de retrouver vraiment quelque chose de très, très doux, de faire baisser le feu. Et donc, l'idée, c'est de faire glisser tout ça. Et faire glisser tout ça, ça c'est la joie. La joie qui relie à l'autre, qui permet aussi de manifester quand il y a un projet qui a réussi, quand on est heureux de se revoir après plusieurs mois d'absence, de pouvoir la manifester. C'est ça qui nous relie et donc c'est ça qui fait que certainement, certains d'entre vous souhaitez venir en présentiel aujourd'hui parce que effectivement, c'est quand même très sympa de se voir en vrai. Voilà, alors pour déployer la joie et se l'autoriser aussi, et même les autres émotions, il y a des mots-clés qui sont importants, c'est la confiance, comment créer dans les organisations, et ça c'est vraiment une question de culture aussi organisationnelle, comment créer les conditions de la confiance, comment aussi créer les conditions de la bienveillance individuelle et la bienveillance collective, pour pouvoir être sincère, authentique, sans crainte d'être jugé,
de pouvoir déployer aussi de l'empathie, de la proximité, de l'intérêt vraiment pour l'autre. Et puis, il paraît qu'il y a quelque chose qui rend extrêmement heureux, c'est la compassion, c'est le don sans rien attendre en retour. Voilà, alors moi j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous et je vous propose de prendre un sourire pour partir, un smile to go. Et pour boucler la boucle par rapport au début, je vous propose de vous répondre à vous-même en disant qu'est-ce que vous emportez avec vous de cette conférence de 45 minutes et qu'est-ce que vous pourriez faire de différent à partir d'aujourd'hui. Voilà, et petite note de fin, pour reboucler aussi sur Descartes, le fameux cogito ergo sum de Descartes, hein, je pense donc je suis, moi je vous propose de le compléter aujourd'hui par j'éprouve, je ressens donc je suis, et j'ai des relations donc je suis. Voilà, et donc je vous remercie et à votre disposition pour des questions ou des commentaires. Merci Christelle, on a quelques réactions dans le chat. Oui. La première était en tout début de conférence. On avait Alfred qui nous posait la question: existe-t-il des recettes pour maîtriser les émotions? Alors, moi j'aime bien le mot recette et maîtrise. Alors, comme je suis coach professionnel, la première question que j'ai envie de poser maintenant, Alfred, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu la réponse en cours de route, merci. Super. Ça marche. Ouais. Donc, des recettes, en tout cas, des tours de main. Moi, j'aime bien parler de tours de main parce que l'idée, c'est que, comment dire, chacun a son tour de main avec sa recette. Hein. C'est pour ça que quand on va acheter, par exemple, une baguette, il n'y a pas deux baguettes identiques. Il y a le tour de main de celui qui l'a fait. Donc, ce qui est important, c'est que la personne, dans la régulation de ses émotions, dans la façon dont elle va les accueillir et interagir, c'est bien qu'elle s'ouvre à ça. Donc, il y a quelques clés qui sont là que j'ai partagées. Mais oui, il y a des astuces, il y a des pratiques qui nous permettent, effectivement. Et ça se cultive et ça s'apprend. Sur une note d'humour, on a Romuald qui vient de poster je vais aller vivre au Japon, je maîtrise bien la colère. Alors, dans le comportement, ça ne va pas être la même. On a une seconde question de Isabelle. La colère est bien vue en Asie et en Europe. Qu'en est-il culturellement? Par exemple, aux États-Unis, alors en Europe, dans l'Europe du Nord, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit particulièrement bien perçu. Hein, n'est-ce pas? Ouais. C'est plutôt la tempérance, une forme de maîtrise. Et après, peut-être on a cette idée dans les pays du Sud, notamment les pays, le sud de la France, hein, c'est déjà un pays du Sud pour les Français du Nord. Peut-être l'Espagne, l'Italie, ou qu'il y a, en tout cas, peut-être, quand une personne n'est pas contente, elle va peut-être le manifester plus facilement. En tout cas, je sais, en tout cas, du point de vue du comportement, il y a des différences, mais du point de vue du vécu intérieur, il n'y a que la personne qui le sait. Mais je pense que tout le monde ressent de la colère. Simplement, c'est comment ça va être communiqué. Et le comportement a vraiment une grosse influence sur les relations. On a Rachid qui commente et qui dit: un repas avec ses équipes quand c'est possible permet d'apporter de la joie et éliminer une perte d'effort liée au confinement. Oui, quand l'équipe s'entend bien et quand il y a une bonne cohésion. On a une question de Philippe qui réagissait par rapport au Covid et qui disait que certains ont peur, mais pas tous en réalité, et que les médias ont tendance à véhiculer ce message et que ça avait tendance à augmenter le sentiment de peur. Voilà. Est-ce que c'est pas lié justement au monde dans lequel nous vivons et aux médias? Ça y contribue, mais dans la peur, il y a plusieurs gradations. Encore une fois, hein, qu'est-ce qui est la peur proportionnelle? Quelle est la proportion de la peur? Voilà, c'est ça qui a amené des mesures de protection. Alors, je ne vais pas les commenter, ça ne m'appartient pas, mais moi, j'ai en mémoire la parole de Boris Cyrulnik qui disait que, en fait, le confinement, c'est une protection physique, mais c'est une agression psychique. Donc, on voit bien que ce n'est pas si simple, en fait, dans notre vécu. Donc, en même temps, il y a du pilotage. Hein, voilà, les chefs de l'État, c'est du pilotage, c'est de la gestion de crise. Donc, il y a des décisions à prendre. Après, voilà, tout le monde peut avoir son avis sur la question. Mais
En tout cas, moi, je peux vous dire que pour faire de l'accompagnement individuel, il y a des personnes qui ont des syndromes, des troubles anxieux et de l'angoisse, l'angoisse, la peur de l'avenir. Et ça m'est arrivé de questionner les personnes sur leur consommation de news. Et je ne veux pas citer la chaîne, mais il y a une dame que j'accompagnais où la chaîne en question d'information tournait vraiment en boucle toute la journée. Je lui dis, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un essai, faire un petit test là pendant une semaine? Vous regardez les nouvelles une fois par jour, et puis le reste du temps, vous mettez autre chose, la musique ou autre chose, et puis juste vous observez qu'est-ce qui se passe de différent. Ben, son état anxieux a vraiment considérablement baissé. Donc il y a plusieurs facteurs. On a Philippe qui nous dit « Une étude récente internationale montre qu'un enfant qui sait se maîtriser présenterait moins de signes de vieillissement à 45 ans. Doit-on commencer dès le plus jeune âge à savoir se maîtriser ?» Alors encore une fois, je vais rebondir sur le mot maîtriser. Ce qu'on apprend aujourd'hui, ça évolue à l'école. Notamment, il y a Frédéric Lenoir qui a fait aussi une association, la Fondation Sèvres, où ils permettent de parler de philosophie. Juste une chose, la psychologie et la philosophie ensemble, c'était ensemble avant, en termes de... Ça s'est séparé après, mais comment mettre des mots, comment accepter de ressentir. Et les enfants sont un peu plus acculturés que ce que nous avons été. Donc, je ne crois pas à la maîtrise personnellement. C'est peut-être une croyance limitante et je suis OK avec, mais je ne crois pas à la maîtrise, au contrôle, mais je crois à l'écoute, je crois à la digestion émotionnelle. Et puis pour terminer, donc on a Philippe qui met l'ouvrage dans lequel il a obtenu cette information, il le met dans le chat. Ah, super. Il dit que c'est Quiet en anglais ou La force des discrets de Suzanne Pien. Et Romuald qui rebondit par rapport à l'histoire du Covid et des médias, il nous dit c'est la contagion émotionnelle digitale. Oui, tout à fait. Je n'ai pas parlé de la contagion émotionnelle parce que 45 minutes, j'ai fait des choix. Mais effectivement, comme je disais en rigolant avant que vous arriviez tous tout à l'heure, on pourrait passer 7 jours ensemble pour parler des émotions et des relations. On aurait de la matière. On a Anne-Sophie qui demande si tu recommandes des ouvrages sur la communication non violente. Alors déjà, il y a des ouvrages qui existent, notamment la communication non violente. Il y a des ouvrages de Thomas d'Ansembourg. Les mots sont des fenêtres ou des murs de mémoire. Et après, il y a beaucoup de ressources accessibles sur Internet. Et puis, il y a une personne qui est... alors, elle a une approche aussi spirituelle, mais sur la question de la communication non violente, je trouve que ce qu'elle fait, enfin, moi, j'apprécie beaucoup, c'est Isabelle Padovani. Isa Padovani. Voilà. Après, il y a des ouvrages, mais on a la chance d'être au XXIe siècle avec Internet, on trouve aussi de la ressource. Alors, il y a plein de façons de travailler sur ces émotions, mais en tout cas, la CNV est quelqu'un cherchait tout à l'heure des tours de main, des recettes ou des pratiques. C'est une des pratiques qui permet de cheminer vers ça. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? On a fait le tour sur le chat. Donc, peut-être simplement pour dire, à la ruche, on a un programme, Boostart, dans lequel on travaille toute une journée sur les émotions, notamment sur les croyances limitantes et bienaisantes. Ouais. Et on va jusqu'à utiliser l'EFT, notamment. Oui, tout à fait. Qui est une façon, alors bien sûr, c'est pas une recette magique, c'est peut-être un tour de main Il n'y a pas une recette, en fait. Mais il y en a plein. Quand même, qui va traiter émotionnellement, ou qui va reprendre quelque chose d'ancré depuis très longtemps. Oui, qui va désancrer, qui va permettre de réguler aussi intérieurement. Il y a plein d'approches. Personnellement, je pratique beaucoup l'hypnose pour ça. Ouais. Mais après, c'est vraiment... Il y a plein de choses. Et puis, on peut aussi varier les recettes, comme quand on a des épices à la maison, on peut varier l'épice. Il y a beaucoup d'approches. En fait, l'idée, c'est de l'approche, on la met au service de quoi, de qui, avec quelle intention. Donc, c'est chouette. Et donc, vous avez pu constater des... nous, on est sur 30 projets incubés là, en 2-3 ans. Okay. C'est vrai c'est quasiment les proches du 100%. Waouh! C'est la solution qui veut ça, je pense. C'est pas une recette. C'est une tambouille. C'est une tambouille. Mais le EFT est assez puissant quand même. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très bien le EFT. Absolument. Merci pour ce partage. Ouais. Une question Christophe aussi. Est-ce qu'on sait ce que deviennent les émotions? Ton cerveau émotionnel ressent une émotion.
si elle n'est pas digérée, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'elle est rangée et elle va s'accumuler, c'est des vieux dossiers qui vont s'accumuler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'elle soit traitée, évacuée d'une façon ou d'une autre? Ou si on l'ignore, est-ce qu'elle reste là et qu'elle ressort à un moment donné sur la pauvre personne qui arrive au mauvais moment quand le réservoir est plein? Ouais, donc tu as compris, en fait, ça se passe déjà au niveau des comportements. Hein, quand elle sort, elle peut être jaillissante, hein, comme un geyser. Et voilà. Après, qu'est-ce qui se passe quand elle ne sort pas? Et là, j'ai donné quelques clés, encore une fois. Hein, c'est vraiment quelques éléments de contexte, enfin, de réponse, mais c'est le principe de la somatisation. Hein, elle va venir s'imprégner dans le corps. Beaucoup d'ostéopathes disent, en général, même des kinésithérapeutes, que cette zone-là, c'est une zone typique du stress, hein, où il y a voilà, les maxillaires qui sont serrés, des tensions au niveau des cervicales. Souvent, quand on travaille, on peut avoir les épaules qui se montent, mais il y a une tension, certainement aussi une tension émotionnelle à l'intérieur. Et il y a même une médecine qui est très ancienne, hein, la médecine plusieurs fois millénaire, la médecine traditionnelle chinoise, qui elle fait des liens entre les émotions et des organes. Par exemple, pour ce qui est de la colère, on parlait de la colère tout à l'heure, il y a eu des questions là-dessus, le foie, a priori la colère même non exprimée, ok, les poumons, la tristesse, etc., etc. Donc, je ne peux pas en parler, peut-être ça prendrait une journée. En tout cas, il y a la somatisation, c'est quoi? C'est l'émotion qui vient s'imprimer aussi dans notre corps. Donc, ça se manifeste, en tout cas, ça se manifeste quelque part. Ça peut se manifester dans des insomnies, par exemple, aussi. Ça peut se manifester dans personnes qui se rongent les ongles. Ça peut se manifester par un sommeil vraiment serein, réparateur, un pas lent. Ça se traduit aussi dans la démarche de la personne. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est quelques éléments. Hein. Enfin, on a Philippe qui pose une question, mais qui en fait est une remarque. Ouais. C'est assez sympa parce que Philippe est un homme. Il dit pourquoi sur ce type de conférence y a-t-il plus de femmes que d'hommes? Les hommes sont-ils moins sensibles aux émotions? Je crois que là, merci, ça me donne l'occasion de parler du genre et de l'éducation. Très souvent, je vois que tu dis oui, hein, très souvent dans l'éducation, eh bien, par exemple, ressentir de la tristesse, c'est pour les petites filles. Okay, voire même de la colère. Hein. Je crois que c'était sous le professeur Charcot qui faisait des expériences, notamment en hypnose, sur des femmes qui avaient certainement voilà, des troubles émotionnels et qu'elles viraient à l'hystérie. Et donc, il y a quelque chose qui est resté dans notre inconscient collectif de l'hystérie, elle est féminine. Je vois que ça fait sourire certains. L'hystérie, elle est féminine. Ben non, le pétage de câble, en fait, il est universel. Hein. Si vous avez regardé le film Le Prénom, Valérie Benguigui, l'actrice qui pète une grosse colère à un moment donné. Voilà, les grosses colères, vous regardez des films avec Louis de Funès pour avoir une colère masculine, vous avez aussi des signes de la colère. Donc, je crois que dans les émotions, il y a beaucoup du genre, on les genre beaucoup et donc, ça vient créer, ce que tu disais tout à l'heure, ça vient créer des croyances limitantes, des représentations étriquées, etc. En fait, c'est juste une question d'éducation. Pour moi, après, il y a peut-être d'autres recherches en la matière dont je n'ai pas connaissance, mais pour moi, c'est essentiellement culturel. De même qu'une femme qui est en colère, c'est beaucoup jugé plus sévèrement. Une femme qui s'affirme, par exemple, hein, l'émotion de la colère, c'est celle qui permet de nous affirmer. Une femme qui s'affirme, en tout cas, je suis aussi une personne de terrain, membre de l'entreprise depuis de nombreuses années, j'ai aussi observé que c'est jugé beaucoup plus sévèrement. Ça peut être perçu comme une faiblesse ou un excès, plutôt qu'un homme qui vient s'affirmer, auquel cas, ça peut être une forme de virilité. Alors je dis ça peut parce que ça dépend des cultures, et effectivement, il y a des cultures organisationnelles qui sont aussi sur la culture de la colère, et puis il y a aussi des cultures organisationnelles qui fonctionnent aussi avec la peur, le management de la peur. Par la peur, pardon. Où il y a aussi des entreprises par la joie, et c'est aussi, d'une certaine manière, c'est l'entreprise par la joie, c'est aussi toutes ces façons de fonctionner qui sont plutôt transversales, où on va travailler vraiment sur l'aspect de la coopération, et on travaille notamment aussi sur tous ces aspects de la coopération, sur la coopération, c'est quoi? C'est comment on fonctionne ensemble quand on n'est pas d'accord. La coopération, c'est pas les bisounours. Voilà. Hein. Donc, pour répondre un peu à ce genre de questions.
Oui, vous avez une question? Ta question? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous et merci à toi, Laura. Voilà, merci pour cette conférence qui nous rappelle que les émotions sont des ingrédients de la vie et que nous sommes constamment en émotion. Alors, pourquoi les étouffer et surtout culpabiliser de les ressentir, de les exprimer et de pouvoir les traduire en besoin? Je retiens la maxime « je ressens donc je suis », enfin, en tout cas j'éprouve donc je suis. J'espère qu'il en est de même pour vous. Certains m'ont posé la question dans le chat et la réponse c'est oui. Il y aura bien un replay de la conférence, c'est pour ça que nous enregistrons. Il sera diffusé cet après-midi ou demain, voilà, sur nos réseaux sociaux et notamment sur notre chaîne YouTube. Je l'enverrai également par mail aux inscrits, comme ça vous pourrez l'avoir directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à relayer ce replay autour de vous et à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, comme ça vous pourrez également consulter les anciens replays et être tenu informé de l'arrivée des nouveaux. Notre prochaine conférence déjeuner aura lieu le 25 mars. Elle s'intitule « L'impression 3D dans toutes ses dimensions ». Ce sera une conférence de Benoît Verquin. Vous pouvez vous inscrire, la billetterie est déjà ouverte. Donc rendez-vous sur notre site internet, rubrique événements. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Et encore merci Christelle. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée.